Donc je fais de la musique depuis que je suis gosse, mais en fait pour moi c'était jamais une éventualité de faire autre chose que gling gling dans ma chambre. Donc j'ai pas cherché plus loin et j'ai découvert ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur en fait. Et j'ai découvert en même temps qu'il y avait plein de gens qui créaient leur musique tout seuls de A à Z dans leur chambre et que c'était de la musique qui était assez qualitative pour pouvoir être mise à l'écoute sur internet en fait. En 6 mois j'ai dû faire un morceau par jour ou un morceau tous les 2 jours, tu vois. Et donc oui, quand j'ai sorti mon premier EP, c'était le premier projet que j'avais fait de A à Z toute seule après la découverte de la MAO en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. C'est ta première interview? Ouais. De tous les temps? Ouais. Amazing. J'adore ça. Dans 10 ans, quand tu seras Rihanna, tu vois, tu te souviendras de ce moment dans ce canapé. Moi, je n'ai pas besoin de devenir Rihanna pour m'en souvenir. Pauline, bonjour, bienvenue. Est-ce qu'on t'appelle Pauline ou alors tu t'appelles Pop? Non, on m'appelle Pauline. Et Pop, ça se prononce Pop? Ou alors t'as mis le... Comment ça s'appelle? Le umlaut? Pas du tout. Mais alors en fait, le problème avec mon nom, c'est que en fait, quand j'ai sorti, quand je me suis dit tiens, je vais mettre sur internet. Mauvais truc là. Mes machins là, je me suis dit il faut que je me trouve un nom et vraiment j'ai dit oh Pauline, bon Pop c'est bien. Je me suis dit je vais rajouter cette lettre là, le haut barré. Le haut barré scandinave, donc c'est ça, non? Ouais. Je crois qu'on le trouve dans déjà sans me poser la question de ce que ça voulait dire ou quoi, enfin vraiment et sans me dire non plus que les gens savent pas forcément l'écrire sur un clavier d'ordinateur. Ah oui. Donc en fait c'est un peu la plus grosse connerie de tout le projet, c'est un peu le nom d'artiste en fait. Mais j'ai appris un truc récemment, il y a sur Instagram il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit ah bah tu dois être suédoise ou vu que, et j'ai dit non pas du tout, je suis française. Et il était étonné mais par contre maintenant je sais que le haut barré est la seule lettre de tous les alphabets qui veut dire un mot en fait. Ça veut dire il. Donc ça voudrait dire que ton nom c'est Pilp. Non? Ouais. Oui, non, mais c'est si tu prends le haut tout seul. Oui. Je t'en remercie. Mais je peux me rebaptiser Pilp si tu veux. Non, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, ça m'a permis d'apprendre ça. Mais oui, non, ça veut rien dire de particulier. Ok. Donc, Pauline, tu m'as contacté, je crois, aux environs de 2018. 2019 Pré-Covid. Pré-Covid. Pré ou juste début. Ouais. Et moi, j'ai écouté ton premier EP, je crois, pendant tout l'été. Mais après le Covid. C'est moi qui t'ai contacté? Ouais. Pourquoi? Bah, je crois que pour m'envoyer ta musique. J'ai fait ça. Ouais, je crois. Je sais plus, je me rappelle pas. T'es une lectrice de Mademoiselle. Oui. Voilà. Oui, non mais oui. Mais alors, oui. Non, bah alors on devait bien être en confinement pour que j'ai fait ça. Hein, parce que vraiment... Mais pourquoi? Non, mais je sais pas. Pourquoi
pourquoi t'envoyer, pourquoi tu... Tu m'as raconté vite fait qu'en fait, t'étais infirmière et que tu décidais d'arrêter ce métier et que tu voulais, ou en tout cas que tu voulais vivre de ta musique maintenant et que tu sortais ce petit projet qui pour toi était cool et tout. Et j'ai écouté, j'ai fait, waouh, mais c'est trop bien en fait. Tu débutais, c'était ton... Ah oui, je débutais. Ça faisait 1 an peut-être que je faisais vraiment sérieusement de la musique. On appelle ça de la musique. Ah, t'es pas d'accord, tu fais une moue. Si, enfin non, je fais de la musique, mais en fait ce que je veux dire c'est que je fais de la musique depuis que je suis gosse. On m'a j'ai voulu faire de la guitare et du piano très tôt. Je fais le conservatoire un petit peu. Donc je fais de la musique depuis que je suis gosse, mais en fait, pour moi, c'était jamais une éventualité de faire autre chose que gling gling dans ma chambre. Ouais. Donc j'ai pas cherché plus loin et j'ai appris la dernière année de mon école d'infirmière, donc c'était 2017. J'ai découvert ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur en fait. Et j'ai découvert en même temps qu'il y avait plein de gens qui créer leur musique tout seul de A à Z dans leur chambre et que c'était de la musique qui était assez qualitative pour pouvoir être mise à l'écoute sur internet en fait, et que même au-delà de ça, grâce à des distributeurs, je pouvais moi depuis ma chambre mettre mes projets sur Spotify, Apple Music, tout ça. Et donc oui, quand j'ai sorti mon premier EP, c'était le premier projet que j'avais fait de A à Z toute seule après la découverte de la MAO en fait. Donc t'as mis quoi, 6 mois, c'est ça pour le sortir? Ouais, j'ai fait. J'ai dû en 6 mois j'ai dû faire un morceau par jour ou un morceau tous les 2 jours, tu vois. Et à l'issue de ça, j'ai pris mais j'avais pas de projet d'EP en tête ni rien, parce que pour moi, encore une fois, j'étais juste un troubadour, quoi. Je faisais des trucs dans ma chambre, ça avait pas beaucoup de sens et pas beaucoup d'intérêt. Et donc, j'avais pas de vision. J'avais pas de vision de projet ni rien. Et à la fin, quand j'avais mon petit paquet de prod, j'ai essayé de voir lesquels avaient le même lesquels allaient le mieux ensemble, tu vois, et puis lesquels avaient la même couleur, et j'ai fait l'EP. J'ai pas été dans l'idée, j'avais pas un concept que j'ai développé, j'ai plutôt rassemblé des bouts qui se ressemblaient, et puis Alors je vais en profiter pour peut-être passer un petit bout là de ce que tu fais, pas plus tard que tout de suite. Donc ouais, c'est un style. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait de la lo-fi, c'est ça? Ouais. J'ai découvert ça. Hein. Tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas ce que c'est que la lo-fi, ce que c'est la lo-fi? En fait, la lo-fi, c'est très générique comme terme parce que c'est l'inverse de hi-fi, high fidelity. Donc là, c'est low fidelity, donc c'est basse qualité. Donc en fait, tout techniquement peut être lo-fi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avant-hier qui m'a envoyé il y a une playlist Spotify de titres grunge des années 90 lo-fiisés. Donc t'as Nirvana en lo-fi, en gros cette playlist c'est juste ralentir, pitcher et ajouter du bruit de vinyle, quoi. Mais la lo-fi c'est des ça a été très ça fait un moment que ça existe, mais ça a émergé. C'est les étudiants qui écoutent ça. Souvent, ils mettent des playlists pour travailler, ouais, en musique de fond. En fait, alors pas tous, mais à la base, la lo-fi, ça s'entend, mais ça s'écoute pas vraiment.
Et petit à petit, il y a eu de plus en plus d'artistes et ça s'est développé. Il y a des labels qui se sont montés. Il y en a un très connu qui à la base était juste une chaîne YouTube qui diffusait en direct en continu. Ouais. Une sorte de radio. Ouais. Avec une petite animation, c'est ça? Oui. C'est ces fameux vidéos-là, là, ouais. Avec la jeune fille qui travaille. Et en fait, c'est devenu le label numéro 1 de Lo-Fi. Puis après, il y a plusieurs petits labels français qui ont grossi et tout. Et c'est devenu un genre à part entière, mais ça regroupe plein de genres, en fait. Il y a de la Lo-Fi un peu plus hip-hop, de la Lo-Fi un peu plus pop. Franchement, je saurais pas, je suis un peu nulle à définir les genres. Et même moi, je crois que je me cantonne pas à un seul type de Lo-Fi, et ça, je le fais sans le vouloir, en fait. Je m'en rends même pas compte. Donc, tu me demanderais, présente ta musique, vraiment, je serais là, genre, bah, tiens, écoute, puis appelle ça comme tu veux, parce que vraiment. Mais c'est important de se définir, tu vois. Tu disais tout à l'heure que t'avais pas vraiment de vision quand t'as lancé, de vision artistique, etc. T'as l'impression que, bah, ça fait combien de temps maintenant? 3 ans, c'est ça? Que t'as commencé à t'y mettre un peu sérieusement. T'as l'impression que t'as développé ça? Cette vision artistique, et de venir mettre des mots finalement sur ta musique, parce que ça fait partie un peu du job, limite, non? Ouais. Ben, en fait, le souci que j'ai, c'est que si je mets trop d'attente si je comment dire, si je me fais une image trop préconçue d'un truc et que j'arrive pas à l'atteindre suffisamment bien pour être satisfaite, je freeze et je procrastine et je mets dans un coin et voilà. Donc j'évite en fait okay. Vraiment, quand je fais de la musique, en fait, vraiment, je débranche mon cerveau. Il y a des gens, j'ai un ami qui en ce moment, il est complètement barré sur les notions d'harmonie, de solfège et tout. Et vraiment, moi, au contraire, je trouve que c'est pour certains, ça peut être du vocabulaire, et pour d'autres, ça peut être vraiment un frein à l'expression artistique, parce que bah on se sent pas légitime, parce que on n'a pas fait X années de conservatoire ou quoi. Mais pour moi, c'est plutôt, j'ai un peu l'impression que tu te laisses aussi porter par le flow, tu vois. Bah du coup, oui. Oui. Beaucoup plus qu'essayer de volontairement transmettre quelque chose, en fait. Par contre, je sais que j'ai des projets que j'ai composés dans une période où j'étais dans un certain état d'esprit, et donc que du coup ça se ressent forcément, c'est moins joyeux, quoi. Typiquement, je saurais plus te dire, je crois que c'est le deuxième projet que j'ai sorti. C'était composé pendant encore une fois le confinement, pas période la plus happy, tu vois, et ça se ressent, en fait, quand tu l'écoutes. Et puis même au pire, j'ai envie de dire, si ça se ressent pas, mais que les gens qui l'écoutent se l'approprient autrement, c'est bien. Moi, à partir du moment où c'est sorti de mon disque dur, c'est plus à moi, donc. Mais je trouve intéressant ce que tu racontes, tu vois, ça contraste un peu avec ce que disait Julien Granel, tu vois, où lui, il a vraiment un truc très, il voulait à la fois faire un truc organique, tu vois, très sorti de ses tripes, et en même temps, à un moment donné, de se dire, ok, en fait, il y a beaucoup de techniques finalement, où tu vois, il va se prendre la tête sur tel truc, tel machin, etc. Là où toi, j'ai l'impression que tu te dis, ok, en fait, il faut juste laisser sortir ce qui se passe, quoi, tu vois, et let's go. Et tu retouches plus après, une fois que t'as fait, tu reviens plus dessus, tu vois. C'est tout comme un écrivain qui pourrait avoir un premier jet et qui se dirait, ok, je le mets au frais pendant quelques temps, et en fait, je reviendrai dessus peut-être pour changer des trucs. Toi, En fait, je pense que ça, je le fais pas à l'intérieur d'un morceau, mais plutôt dans la globe. En fait, il peut m'arriver de faire un morceau par jour,
et à la fin de la semaine d'avoir qu'un seul morceau potable en fait. Et les autres, ils sont ce qu'ils sont et puis ils ne viendront jamais plus, quoi. Mais par contre, une fois que j'ai choisi des morceaux que je trouve du potentiel dans des morceaux, après je les retravaille et tout, je les perfectionne parce que j'ai fait 1 an d'école de son et le prof disait que un mix il se finit pas, il s'abandonne en fait. Et je pense qu'un morceau c'est pareil. Ouais. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Ça peut toujours être autre chose, même. Ça peut être repris, le nombre de covers qu'il y a, le nombre de reprises, et des fois qui sont même mieux. Enfin, moi, il y a plein de reprises que je préfère à l'original. Donc non. J'ai oublié le début de ta question avec ma réponse, mais... Non, mais c'était à peu près ça. Ouais, voilà. On va reparler de ta musique après, mais j'aimerais bien comprendre un petit peu d'où tu viens. Et donc, tu disais que tu avais fait le conservatoire. C'est gentil, t'enlèves les petites miettes sur mon canapé, c'est sympa. T'as fait le conservatoire quand t'étais gamine, c'est ça ? Ouais. T'as fait quoi exactement ? J'ai fait... En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai très peu de mémoire. Ouais. Donc, je sais que j'ai fait 4 ans de conservatoire, dont 2 fois la même année. Donc, j'ai dû faire 3 ans sur le cursus, quoi. T'avais quel âge ? T'avais genre 7, 8... Non, je sais plus. Je sais que ma deuxième sœur est née pendant ma 2e année. Donc... Elle est vraiment née pendant mon cours de conservatoire. Ah, ok. C'est pour ça. Je devais avoir, 7, 8, 9. Ok. Par là. Tes parents sont musiciens eux-mêmes ou... Pas du tout. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique alors ? Eh ben... Tu sais pas ? Je sais pas. Non, je t'ai dit, je sais pas du tout. J'ai pas de musicien dans ma famille. J'ai toujours eu de la musique à la maison parce que mon père déteste le silence. Donc il y a toujours eu de la musique, mais il n'y a jamais eu et puis on m'a pas non plus proposé ou quoi. Franchement, je saurais pas dire d'où ça vient, et ça vient pas non plus d'une envie de, parce que tu sais, il y a des artistes qui veulent faire artiste plus que, enfin, quand ils sont petits, ils veulent faire artiste, tu vois. Et moi vraiment, je n'ai aucune idée d'où ça vient. Je suis un jour à l'école, j'ai accompagné une copine à son cours de guitare. Il y avait une guitare, j'ai commencé à jouer de la guitare et ma mère elle me cherchait partout, est venue, elle m'a enfin trouvé. J'ai dit je veux faire ça, s'il vous plaît, merci. Ça t'a fait du bien tout de suite quand t'étais gamine? Tu te souviens de cette sensation? Je me souviens de la première fois que j'ai joué de la guitare. Ça t'a fait quoi? Je me souviens que j'étais contente parce que je réussissais du premier coup. En fait, c'était facile. Et j'aime bien quand c'est... Enfin, pas que j'aime bien quand c'est facile, mais j'aime bien me rendre compte quand je suis douée à quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé avec la guitare, et c'est ce qui s'est passé après avec le piano. J'ai toujours eu des facilités d'apprentissage de la musique. Et je trouvais ça bien de... Enfin, je trouvais ça cool de pouvoir jouer tout ce que j'entendais à la radio. Tu joues à l'oreille? Au début, ouais. Bah, en fait, j'ai pris des cours et j'ai quasiment jamais joué ce que je jouais en cours. Je bossais pas entre les cours, ou alors genre vraiment une demi-heure avant de partir. Parce qu'en fait, ça me saoulait, quoi. Enfin, c'était pas du tout, ça me correspondait pas. Oui. C'est des trucs plutôt classiques, c'est ça, j'imagine. Ouais. Et puis ouais. Jeux interdits. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais encore même pas à ce niveau-là, parce que vraiment c'était les trucs débutants, les pires trucs qui donnent pas envie de continuer. En fait, je suis sûre qu'il y a plein de gosses qui arrêtent la musique parce qu'on leur manque, ils ont pas de. Ouais, c'est dur de trouver. Enfin, moi, j'ai fait du piano pendant 10 ans. Et en fait, à la fin, j'ai abandonné parce que
En gros, j'avais une vieille prof qui me filait des vieux trucs à jouer. Bah ouais. Et c'était trop chiant, donc je lui avais ramené j'avais acheté des partitions de Queen et tout, mais en fait c'était trop tard, j'avais perdu le mojo, quoi. Et puis j'étais adolescent, j'étais là, ouais, je m'en fous. Ouais. Mais c'est sûr que le choix d'un prof est très, très complexe, quoi. T'as abandonné le conservatoire, mais t'as fini par refaire des cours de musique avec une prof ou un prof particulier, non? Non, après YouTube a été mon prof. Ah, ok. Direct. Et j'ai beaucoup appris la guitare et le piano sur Internet. J'ai donc j'ai pas fini le conservatoire, ça me saoulait aussi. Enfin, c'était le conservatoire, c'est très c'est de la théorie, donc faut tu vois. Mais c'est aussi un peu, j'étais pas à l'aise avec le côté un peu élitiste que ça peut avoir parfois. C'était trop sérieux, quoi. Enfin, j'avais l'impression de jouer ma vie et j'avais pas envie, en fait. J'avais juste envie d'appuyer sur des notes et de chanter, donc vraiment. Tu chantais? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. C'est un truc aussi. On m'a toujours dit que je chantais bien, enfin que j'avais une voix ça va, tu vois. Une voix ça va, tu vois. Une voix ça va. Et donc je trouvais ça cool. Et donc c'était ça aussi qui m'a poussé à continuer d'apprendre le piano et la guitare, c'est que c'est des instruments tu peux chanter par-dessus. Et donc une fois que j'avais appris toutes les formes d'accords possibles, et ben je pouvais tout faire, en fait. Et tu jouais à l'oreille? Ouais. Ce qui est ouf. Non. Ok. Si, non, c'est ouf. Bah en fait tous les gens qui apprennent la musique ne sont pas capables de jouer à l'oreille. Moi, j'ai jamais été capable de jouer à l'oreille, par exemple, alors que j'ai fait 10 ans de piano. Mais on m'a pas appris, on m'a pas formé l'oreille. Ouais, mais t'as forcément l'oreille relative. T'as peut-être pas l'oreille absolue, mais t'as l'oreille relative. Pour moi, je ne comprenais pas. D'accord. J'ai jamais été capable de prendre un morceau. Et tu vois, par exemple, mon père qui était, lui, qui est un musicien, qui a joué beaucoup de musique et tout, lui, il faisait relatif, tu vois. C'est-à-dire qu'il entendait un truc, il était capable de le rejouer, il bisplantait, il retestait, etc. Mais moi, j'étais là, mais pourquoi tu commences là? Mais du coup, ça a dû être un calvaire, en fait. Ben non, parce qu'en fait, j'étais un bon élève et j'apprenais les partitions par cœur. En revanche, j'étais un très bon exécutant. Tu vois, mais si tu m'enlèves la partition, alors j'étais capable de la jouer par cœur et de m'en souvenir. En fait, si tu me dis, tiens, joue le morceau, joue ce truc dont t'as jamais vu la partition, incapable. Donc, mais je crois vraiment que c'est un vrai truc de jouer à l'oreille. Il y a pas beaucoup d'écoles qui t'offrent cette possibilité, cette liberté, quoi. Voilà. Peut-être que tu le découvres aujourd'hui. Ok. Je sais pas. Ouais. Venez me dire sur Instagram ou dans le Discord si vous aussi vous êtes capable de jouer à l'oreille ou alors si vous êtes à peu près aussi tanche que moi. Bon, et donc en fait tu apprends tout ça, t'apprends sur internet et tout. En revanche, jamais dans ta tête c'est un métier pour toi, c'est une passion plutôt. Ouais. Bah oui. C'est un hobby, j'imagine. Ouais, mais oui. Mais un hobby sur lequel tu passes beaucoup de temps. Bah oui, parce que je fais techniquement un peu que ça, mais jamais ça me vient en tête que ça peut être un métier, quoi. Enfin vraiment c'est et ce truc là m'a suivi longtemps, hein, parce que spoiler alerte, je fais 3 ans d'école d'infirmière et puis à la fin ça se passe mal, quoi. Mais donc tu décides de devenir infirmière? Comment ça se passe? Tu te dis il faut que je trouve un métier? Ouais, bah en fait, à vraiment 0 moment, je me dis que artiste c'est un métier ou que la musique c'est un métier, tu vois, parce que j'ai pas dans mon entourage personne fait de la musique. T'as grandi où? J'ai grandi à Nantes et à côté de Nantes. Et personne dans mon entourage fait de la musique. Vraiment, j'ai pas de. Et puis, j'ai mes parents ont des métiers très. Ils ont des métiers quoi. Enfin, tu sais, ils ont des métiers. Quoi? Mon père, il est cadre dans une entreprise d'opérateur téléphonique. Ok. Et ma mère, elle est comment dire ça avec poésie? Elle travaille aux finances publiques. Ah, ok.
Oui, donc on est dans des métiers de bureau, quoi. Ouais. Ok. Ouais, oui, bah, quoique maintenant, plus trop, parce que maintenant, mon père, il est chargé d'aller implanter des antennes 5G en Bretagne. Donc, il est plus trop en bureau, Il est mais plus sur le terrain. il est sur le terrain, mais ouais. Mais tu vois, c'est pas des métiers, enfin, Ouais. pas du tout. Et au bout d'un moment, il a bien fallu choisir. Fallait aller quelque part, quoi. Ouais. Et j'ai une partie de mes grands-parents qui sont médecins et pharmaciennes. Et donc, quand je cherchais ce que je voulais faire, en fait, ma mère, je me rappelle surtout de ma mère, mais il y avait peut-être des deux, m'a dit en gros t'aimes bien Grey's Anatomy, t'aimes bien poser des questions à papé sur la médecine et tout, infirmière c'est bien, en plus il y aura toujours du travail, c'est un métier qui est bien perçu, enfin tu vois, c'est et beaucoup de gens arrivent à l'école d'infirmière à cause de ce truc de il y aura toujours du travail, et puis c'est socialement bien perçu, tu vois, bien considéré. Et donc tu te lances là-dedans. Bah du coup j'atterris. Oui. Plus que je me lance, tu vois. Putain, ouais. On me lance et j'atterris. À l'école à l'IFSI en 2014. Tu fais ça pendant 3 ans. Et tu continues à jouer de la musique à côté pendant ce temps-là ou... Ouais, moins, un peu moins, mais toujours, mais j'ai toujours continué, mais j'avais pas encore découvert la MAO à cette époque-là, donc c'était toujours, je faisais des reprises, je me mettais au piano, je choisissais une chanson que je voulais faire, et puis je la jouais et je la chantais en même temps. Et tu te foutais pas sur YouTube? Non. Ok. Non. Mais même pas pour montrer ta tête. T'aurais très bien pu mettre tes doigts, tu vois, tes mains. Comme il y a certains qui, il y a des gens qui ont des chaînes qui cartonnent, on voit jamais leur tête, on sait pas à quoi ils ressemblent. Ouais, c'est vrai. Non, mais non. Et parce que légitimité, tout ça. Ok. tout ça, quoi. Ok. Mais ouais, il y a pas ce truc qui te... Enfin, tu vois, je me demandais, est-ce qu'il y a un moment donné, t'as une envie que tu réfrènes, tu vois, ou alors vraiment pour toi c'était en dehors de ton spectre, tu vois? Ah, mais c'est vraiment, je voyais même pas d'option, quoi. Ok. Non, pour moi, c'était même pas possible. C'était pas, quoi. Ok. Donc tu te lances donc t'atterris dans cette école d'infirmière, tu finis par devenir infirmière, t'es diplômée. Ouais. Ok. Tu fais le job pendant combien de temps? Mis bout à bout, pas longtemps. Ok. Parce qu'en fait, direct après mon diplôme en 2017, j'ai bossé un peu en clinique psy. Ok. Ensuite, je suis partie 6 mois à Montréal, où j'ai clairement pas fait ça. Pourquoi faire? En fait, alors mon papa, il est québécois, enfin, il est canadien, enfin il est adopté du Québec. Et donc ça m'a toujours un peu intriguée, tu vois. Donc et en plus, pour le coup, c'était plus facile pour moi d'avoir mon passeport. J'ai la double nationalité, du coup, donc je pouvais y aller et travailler. Enfin, j'étais pas. Il y a plein de Français qui veulent aller au Canada, ils sont obligés d'espérer avoir un PVT. Moi, je pouvais y aller et faire ce que je voulais de ma vie, quoi. Okay. Et donc, j'étais curieuse. Et il y a aussi que c'était facile de partir à 6000 km de mes parents sans leur dire, en fait, je veux pas être infirmière, les gars. Je pars là-bas et puis qui vivra verra. T'avais du mal à assumer le fait que t'étais pas bien là où t'étais, c'est ça, vis-à-vis d'eux? Ouais. Okay. Et putain, quand même, on se pourrit la vie. Ah ouais, non mais incroyable. Non mais encore, et depuis je me suis, je suis pas encore totalement libérée, mais je me suis allégée de ce poids. Mais la reconnaissance de mes parents et
et correspondre à ce que je pensais qu'ils attendaient de moi, c'était un truc vraiment qui était c'était un poids. Enfin, c'était pas moteur du tout. Et donc je me retrouvais 6 mois au Canada à fuir pour fuir en fait. Alors j'en profite pour placer mon petit livre que j'adore et je vous mettrai l'épisode des biscuits de la vie là où j'en parle. C'est un bouquin qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents et qui met en avant, qui est fait par deux psychologues, un couple de psychologues, qui met en avant le concept d'ex-parents et d'ex-enfants une fois que vous arrivez à l'âge adulte. Comme toi en fait, c'est-à-dire que vraiment t'avais plus besoin de tes parents, mais c'était encore compliqué pour toi en tant qu'enfant de venir dire à tes parents non en fait je suis pas d'accord avec ce truc dans lequel vous m'avez finalement propulsé, dans lequel j'ai atterri. Là où si tu t'étais dit en fait je suis leur ex-enfant et ils sont mes ex-parents, peut-être ça aurait été peut-être plus simple, tu vois, de le dire. Je vous mettrai le lien parce que c'est un bouquin qui est hyper important et je suis d'accord. Enfin, c'est important de se libérer de ses parents quoi pour vivre pleinement sa vie. Ouais, puis à l'époque j'étais volontairement mais inconsciemment encore je me mettais moi-même encore dans la place d'enfant quoi. J'étais pas. C'est agréable, c'est cosy quoi. C'est surtout que pour moi à l'époque être adulte c'est quand t'avais compris et que tu savais où t'étais quoi, tu vois. Quand t'avais compris la vie, c'est ça? Bah ouais. T'avais pas compris que tous les adultes faisaient semblant? Bah non. Mais maintenant je sais qu'il y a personne qui arrive à un moment qui tient les clés de la vie d'adulte. Non. C'est que du bullshit, tout le monde fake. Et ça et même vis-à-vis de ça, tu vois, vis-à-vis de la relation parent-enfant, de se rendre compte qu'en fait tes parents, c'est juste des humains qui ont eu des enfants en fait. Oui. Et clairement. Et bon, c'est pas le cas des miens. Je pense pas, mais que tous les humains sont pas faits pour avoir des enfants. Des fois, il y a des loupés, tu vois. Mais oui, puis surtout, on apprend au fil de l'eau et en fait, tu merdes parfois lourd, quoi, tu vois. Puis en plus, je suis l'aîné en plus. Ah oui. Alors là, t'es vraiment, oui. J'accumule. Ouais, la totale. Ouais. T'as récupéré toutes les peurs et toutes les angoisses et tous les espoirs, toutes les projections. Ah, ils m'ont tout filé. Ouais. Mais bon, on ne les blâmons pas. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et puis surtout qui eux-mêmes ont récupéré ceux de leurs parents. Exactement. De merde. C'est mal foutu, Bon, donc tu pars au Québec. Oui. Pour fuir, finalement. Oui. Fuir le métier d'infirmière. Fuir globalement. Ouais, fuir globalement. Et genre au bout de 2 mois, alors je me mets juste avant de partir au Québec, je découvre la MAO du coup. Donc je commence à me mettre à fond dedans, à m'intéresser. Donc la MAO, la musique assistée par ordinateur. Ouais. Tu peux en gros avoir un studio dans ton Mac quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Et donc je partais en connaissant déjà un peu ça et je trouve un taf de nuit. Je travaillais de nuit dans les cuisines de McDo. Ok. Qu'est-ce qui se passe la nuit dans les cuisines de McDo? Plein de trucs. C'est-à-dire que déjà je suis partie au Canada à l'époque avec une collègue de promo. Et on a été prises toutes les deux et on bossait toutes les deux de nuit et on était deux dans le McDo la nuit dans une zone industrielle de Montréal à côté du Métro Parc pour ceux qui connaissent. Si le Québec représente. Ouais. Et vraiment la nuit il se passe pas grand chose entre 2 et 3. Entre 2 et 4, mais sinon les gens ça s'arrête jamais de manger, c'est incroyable. Et les Québécois le matin. C'était un McDo qui était ouvert toute la nuit. Oui. Ok. Ah oui, c'était. Non, je me disais, est-ce que le McDo il ferme, tu vois, et que en fait t'es là pour. On garde les murs. Non, on servait les gens et j'étais toute seule en cuisine et ma pote était toute seule en caisse et au barista là devant, au drive et tout. Et jusqu'à 2-3 heures du matin, t'as les policiers, les jeunes qui rentrent de soirée et les ivrognes. Et à partir de 4 heures du matin, t'as les policiers, les gens qui partent bosser tôt et tout. Et vraiment, je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui mangeait McDo au petit-déj. Enfin bref. Et donc, je travaille de nuit, mais quand même, je dis à mes parents par mail, parce que vraiment, courage...
Courage, c'est vraiment dur. mon adjectif Mais préféré. non, sois pas dur comme ça avec toi. C'est dur de se libérer de ses Courage, parents. c'est même pas un adjectif en plus. Non, courageuse si tu voulais. Courageuse, Mais ouais. ce n'est pas l'objectif. Non, puis c'était facile. Puis je me suis dit, ouais, il y a le décalage horaire et tout. C'est plus facile, je leur envoie un mail. En leur disant, vraiment, je veux pas être infirmière. Vraiment pas. Moi, j'aime la musique. Je sais que c'est pas un métier. Enfin, je sais que pour beaucoup, c'est pas un métier. Peut-être que même pour vous, c'est pas un métier. Je sais plus trop ce que je leur avais dit dans le mail. Il faudrait que je le retrouve. Mais en gros, je leur disais, voilà, je veux pas être infirmière, mais vous inquiétez pas, ça va aller, tranquille. Voilà. Et ils m'avaient répondu que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était que je sois heureuse. Spoiler. Ouais, mais Finalement, tes parents ne voulaient que ton bonheur. ça, tu le sais. Ouais, mais on le sait, mais on a toujours, tu vois. Et donc, cool. Et donc, je continue ma PhD au Canada pendant encore 4 mois. Tu sais, il y a un truc de ouf, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à une vidéo de Jacques Salomé que je mettrai dans les liens, où il explique qu'en fait, quand tu ne peux pas avoir en même temps cette envie de t'affirmer et cette peur de te faire désapprouver. Et en fait, tu es obligé de faire soit l'un, soit l'autre. Et donc, en fait, quand tu t'affirmes, tu mets de côté en fait la peur de te faire désapprouver en fait. Et je trouve ça trop intéressant, tu vois, d'avoir ce truc-là, c'est-à-dire que en gros jusque-là, bah, tu t'es pas affirmé, mais juste, t'étais à peu près sûr que tes parents allaient pas t'envoyer bouler, mais en même temps tu te marchais dessus. Mais tu sais que je suis en psychothérapie en ce moment. Oui, bonjour. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Je trouve que c'est un cadeau que tout le monde devrait se faire. Et c'est l'un des trucs sur lesquels on bosse le plus, quoi. Le truc de enfin, de faire en sorte d'être moi-même sans être celle que je pense que les autres veulent. Oui. Attends, il faut que je fasse la phrase en français. Ce que les autres attendent de toi. Ouais. Mais non, mais c'est même pas ce qu'ils attendent de moi, c'est ce que je pense que les autres attendent de tu toi. vois, c'est fucké parce qu'en vrai, je suis pas dans leur tête et en vrai, les gens ils pensent à eux puis c'est tout, quoi. Oui, ils attendent généralement pas grand-chose Voilà. de toi. Et si tu leur dis, dis donc, va te faire foutre, moi c'est ça comme ça, et ben ils font, ok, d'accord. Ouais. Mais il y a une couche supplémentaire quand même quand c'est tes parents, tu vois. Moi, il y a toujours. Alors, sauf si tu décides que c'est tes ex-parents. Oui, mais voilà. Parce que t'es leur ex-enfant. Mais voilà, mais ça c'est, tu vois, ça c'est. Bon, je dis pas que c'est simple, hein. C'est du travail, mais je trouve que le concept, il est trop bien pour ça, justement. C'est qu'en fait, tu coupes le lien entre parents et enfants que t'avais quand t'étais petit, et parce que t'avais besoin d'eux, quoi. Ouais. Mais même, ça me fait penser aussi à la vidéo que, me paraît, si tu me l'avais conseillé ou tu l'avais conseillé aux gens, je sais plus si c'était la vidéo sur les liens, comment il raconte que il avait ramené à sa mère une bouteille avec de l'encre. Ça, des symboles. Oui. Il lui avait rendu, alors je sais plus si c'était sa colère ou son anxiété, sa violence, ou sa mère était violente, ou peut-être son anxiété, sa peur, son angoisse. Ouais. Et ça, depuis le début de ma thérapie, il y a des trucs comme ça où du coup ça ouvre des sujets, où j'aborde des sujets avec mes parents. Et où je me rends compte en fait que je m'étais juste monté la tronche, quoi. Spoiler. Voilà, donc ouais. Ok, donc t'es au Québec, tu dis à tes parents, now, c'est terminé. Tu verbalises aussi, enfin en tout cas tu leur écris que tu veux te lancer dans la musique? Non. Ok, pas déconner. Non, attends, Trop d'infos. Non, bah non, puis même moi-même, je suis même pas sûre de n'être... Et honnêtement, encore aujourd'hui, là, instant maintenant, c'est même pas encore vraiment une possibilité. Ok. Alors que t'es dans mon canapé et que je suis en train de t'interviewer pour... Ça, j'ai toujours pas compris. Oui, bah... Est-ce que tu peux juste prendre 2 secondes le regard que j'ai sur toi en tant qu'artiste? Ouais, non, mais ouais. Et puis en carrément. fait dire, bah écoute, ça c'est bien, je le prends. Voilà. Ah oui, non, mais je prends. Non, mais alors ça, je prends, mais il y a 2 semaines, je prenais pas encore. Hein, tu vois, vraiment. Wouhou! Ouais. On arrive au bon moment. Tu vois, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on se parle et tout, que tu me cours après. Enfin, que tu me cours après, Oui. on s'entend. Oui.
T'aurais pas eu la même Pauline il y a 3 ans? Je pense que c'est pas plus mal en fait. Non, mais c'est cool. Mais moi, j'aurais bien aimé t'avoir il y a 3 ans parce que c'était pas la même Pauline, mais en fait, c'était intéressant de t'avoir aussi il y a 3 ans quand t'étais peut-être encore plus dans le doute. Là, tu dis que tu doutes encore, mais. Ouais. Là où aujourd'hui, petit spoiler, mais en gros, aujourd'hui, tu gagnes ta vie grâce à ta musique. Pas que, mais ta musique te permet de vivre. De te payer ton loyer. Non. Alors, ma musique me fait rentrer des sous. Il y a des mois où elle me rémunère plus que mon CDI, enfin que mon métier, tu vois. Mais c'est instable. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est. Oui. Ça va, ça vient. Ça vient quoi. Donc, on va en parler après. Ouais. Donc oui, ça me ramène de la thune, mais même ça, enfin. Pour toi, c'est pas tangible, quoi. C'est un truc, tu comprends pas d'où ça sort. Ouais. Ok. J'ai dit ouais. Je regardais tout à l'heure sur Spotify, là, ils disent le nombre de listeners, là, de gens qui t'écoutent. T'as 42 000 personnes qui t'écoutent par mois. Ouais. Puis sur Apple Music, j'ai dépassé 7 millions. D'écoute, de stream au total. Ouais. Oui, c'est pas anodin, hein. Bah non, mais et c'est des chiffres, quoi. Tu vois, c'est que des chiffres, tu veux dire? C'est-à-dire que ça représente rien pour toi d'autre que juste... Non, pas du tout. Au contraire. C'est juste que c'est des chiffres et que je trouve ça fou et que j'arrive pas du coup à visualiser. Tu vois. Ok. Jamais de ma vie une seule seconde. Quand j'ai mis en ligne mes trucs il y a 3 ans, j'aurais pensé ne serait-ce qu'une seule personne, hormis ma grand-mère, allait écouter, tu vois. Et là, j'ai des gens du Kazakhstan qui écoutent. Oui. Et je trouve ça fou. Et moi, j'ai écouté ton premier EP et je continue à écouter les trucs que tu sors, tu vois. Mais je l'ai écouté en boucle, je t'ai dit, pendant un été, j'ai dû te faire 200 streams à moi tout seul, je sais rien en fait, vraiment. Et la première fois que je l'ai écouté, ça m'a touché en plein cœur en fait, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui te légitime en tant qu'artiste en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sors un truc et qu'il y a des gens qui sont pris par... tu vois, ça m'a créé une émotion assez folle, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça qui te légitime en tant qu'artiste, je trouve. En tout cas, à mes yeux, moi, tu vois. Bah, c'est trop bien. Bah ouais, mais tu vois, mais alors, ouais. Je crois que je suis pas tout seul, vu que je dis qu'il y a au moins... Donc, il y a 40 000 personnes sur Spotify et, comme tu dis, plein de gens sur Apple Music, quoi. Entre autres. Ouais, c'est vrai. Mais donc, quand tu découvres la MAO... Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que quand tu découvres la MAO, tu te rends compte que tu peux faire de la musique directement sur ton ordinateur. Jusque-là, t'avais juste, entre guillemets, si je me trompe pas, gratter ta guitare, faire des reprises, etc. Et là, d'un coup d'un seul, tu te dis, ok, non, je vais faire beaucoup plus que ça, je vais créer des beats, je vais mettre des sons, des machins, des voix, etc. Enfin, de faire un vrai morceau, ce qui n'a strictement rien à voir. Non. Comment tu fais le pont ? Toute seule, juste en essayant? Ouais. Essai-erreur en permanence? Franchement, ouais. Et encore une fois, beaucoup de... Je pense qu'il y a toujours un moment dans l'apprentissage où c'est de l'imitation. Donc j'essaie de reproduire les choses que j'aime bien, que j'entends et que j'aime bien. Après, il y a de l'exploration. Où j'essaye de comprendre les sons, pourquoi je les aime, pourquoi tel truc me provoque cette émotion-là, ou au contraire pourquoi j'aime pas ce son-là. Et puis après il y a la composition pure où là c'est vraiment j'ai pas suffisamment de connaissances théoriques pour savoir ce que je fais en vrai. Je sais que telle notion existe et que tel concept mène à tel style, mais vraiment j'ai des ingrédients, je vois si c'est bon, je le sers, et puis si c'est pas bon, je le sers pas, quoi. Mais j'ai pas vraiment de livre de recettes, quoi. Ok. Et tu te laisses... Alors, qu'est-ce qui te fait dire que c'est bien? C'est quand ça te touche, toi, ou tu te dis, ok, ça c'est cool? Bah, je me dis, si je trouve ça bien, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui trouve ça bien. T'as vu la saison 2 d'Orelsan, enfin, du documentaire d'Orelsan? Non, je peux regarder encore.
parce que ça ne parle que de ça en fait, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire, et d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, mais ça raconte l'histoire de son album Civilisation et de à quel point c'est dur et c'est long et c'est compliqué la création, tu vois, là où la saison 1 balait son histoire, il y a 10 ans d'histoire en l'espace de quelques épisodes. Bah là, en fait, t'as 4 épisodes uniquement là-dessus, sur la création de Civilisation, et de voir à quel point il galère. Et je trouve ça génial, en fait, tu vois, parce que ça prouve aussi, c'est très rare, je trouve, l'expression en tout cas, la mise en scène de la création et de à quel point c'est compliqué, et de à quel point il est en train d'en chier, qu'il est tout seul dans son putain de studio, et qu'il est là, je fais des trucs, je me rends pas compte. Et un jour, il est content, le lendemain, il arrive, il fait, en fait, c'était à chier. Ouais, ça arrive plein de fois, ça. Je me dis, non, c'était nul, en fait. Ça arrive plein de fois, ça. Mais il y a des clichés qui sont très vrais. Le truc de croire que tout ce qu'on compose la nuit, c'est tellement plus beau, et le lendemain, tu te rends compte que vraiment, dormir, c'est bien aussi, quoi. Enfin, vraiment. Il y a ça, il y a des trucs qui sont chiants en MAO. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des mèmes sur les réseaux sociaux où vraiment tu vois des producteurs faire défiler des sons de snare, de caisse claire de batterie, pour choisir celle qui va bien avec l'instru, tu vois. Ça vraiment, tu peux passer une demi-heure à choisir un son de snare. Bah c'est chiant, quoi. La partie qui est cool, c'est quand t'as tous tes sons qui fit ensemble bien, et que tu composes tout ce qui est mélodie, et que tu rajoutes et que t'enrichis et tout. Mais il y a des trucs techniques auxquels tu peux pas couper, et qui sont, c'est pas intéressant. Enfin, c'est chiant à faire, quoi. Et les gens le savent. Enfin, les gens ils voient ce qui est montré. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui font de la musique par procuration, c'est-à-dire que ils consomment des. Ouais, je digresse là, mais je parlais avec il y a un ami qui est contre TikTok, mais genre vénère. Hein. C'est-à-dire que pour lui, TikTok, c'est la planète prend feu plus rapidement à cause de TikTok. Les gens deviennent cons plus rapidement à cause de TikTok. Mais après, il dit pas ça juste pour déglinguer TikTok. Il s'appuie sur des études qui ont été menées qui prouvent que ça développe des pathologies psychiatriques, des TOC et tout chez les enfants qui sont. Le niveau d'attention diminue, etc. Ouais. Et il disait que notamment sur TikTok, en fait, des fois, tu tombes sur des vidéos où tu vois les mecs faire de la musique, produire, composer et tout, et en fait, ça enjolive vraiment beaucoup trop ce que c'est, en fait. Et qu'en vrai, des fois, c'est pas ça du tout, quoi. En vrai, c'est brancher des câbles et accorder son instrument, et sur une session de 4 heures, t'as 1 heure de préparation ou de trucs chiants à faire, quoi. Je voyais Jack Conte, tu sais, qui est le patron de Patreon, et qui est aussi l'un des co-créateurs du groupe Pamplemousse, là, tu sais. Tu vois, ça te parle pas? Non. Ok, je croyais. Qui s'est fait connaître justement parce que c'est un groupe qui s'est fait connaître sur YouTube par des covers, etc. Après, je suis nulle en nom, mais... Pamplemousse, tu vois, c'est vraiment... bon, bref. Et le mec a monté Patreon ensuite, tu vois, parce que par rapport à sa propre histoire à lui de... Ok, comment on fait pour financer notre groupe? Bah, en fait, il s'est rendu compte que peut-être tu pouvais le faire financer par tes fans et tout. Et je t'invite à aller dessus si ça t'intéresse. C'est vachement bien ce qu'il fait sur Insta, où il montre son studio et il expliquait à quel point il avait un studio qui était tout intégré, où en gros il avait tout branché ensemble et qu'il avait plus qu'à appuyer sur un bouton. Il dit parce que justement, en fait, je veux pas passer du temps à changer les câbles et tout. Le moment où j'ai envie d'écrire un truc, où j'ai besoin que ça sorte, je veux que ce soit prêt, que j'ai qu'à appuyer sur un bouton et que ça sorte, quoi. Mais le plus gros, le truc qui freine le plus l'élan créatif, c'est vraiment quand tu dois brancher ton câble à l'arrière de la carte son, parce que avant c'était la guitare qui était branchée, et puis là tu veux brancher le synthé, quoi. Bah, t'iras voir, écoute, si t'as un peu de sous
à investir dans du matériel, il raconte que c'est Jack Conte, c'est Jack à l'américaine, C-O-N-T-E. C'est hyper cool ce qu'il fait sur Insta, je trouve. J'ai regardé. Et je trouve que ça, tu vois, je comprenais pas trop pourquoi il disait ça sur le moment, parce que moi j'ai pas vraiment ce truc-là. Mais aujourd'hui, je comprends en fait. Je suis là, ok, je comprends. Il faut vraiment que tu aies le setup le plus simple possible à installer, quoi. Mais après, c'est faisable. Je veux dire, j'ai un ami qui me tanne pour que je fasse que je m'installe un patch bay et tout, mais un quoi? Une bed patch, en fait, c'est un genre de centralisation de tout ça centralise tous tes câbles au même endroit, puis après t'as juste à... Ah oui, à faire des switches, c'est ça, à avoir des interrupteurs. Okay. Ouais. Et vraiment, je pourrais le faire, hein. Mais il faut le faire, quoi. Oui. Procrastine. Ouais, puis ouais. Il y a d'autres trucs plus marrants à acheter que des câbles et des boîtiers, quoi. J'avoue. Et donc ouais, aujourd'hui, t'as un nouvel EP qui va sortir. Alors, j'ai mon premier album qui sort le 2 décembre. Ok. Et il se trouve que j'étais même pas au courant parce que je suis un peu teuteux, mais aujourd'hui j'ai un des singles qui est sorti. Ouais. Je savais pas, j'ai oublié. Je suis allé voir ce matin, j'ai fait tiens, il y a un nouveau truc qui est sorti là. J'ai oublié, je sais pas. Je l'ai vu dans la voiture en venant. Ok, donc on est le 4 novembre. Ouais. Et t'as un nouveau single qui est sorti. Mais en gros, ce que tu fais depuis que t'as sorti cette EP là, t'as sorti plein de morceaux en fait. Tu sors plein de morceaux très régulièrement. Alors, j'ai sorti mon premier EP donc 2020. Hein. Je sais plus, mais ouais, si. Peut-être. Mais j'ai un problème. Hein. Non, je crois 2019. C'est terrible. Mais c'est fou que tu t'en souviennes plus. Mais ouais. Non, mais c'est ça, Komoru. Ouais. C'est ton premier EP. Ouais. C'est sorti en 2020. Ok. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Un EP de 4 titres qui dure donc 10 minutes et que j'ai écouté en boucle comme un cochon. Parce que ça marche bien en fait, tu vois. C'est fluide quand tu le mets en boucle. Bah, c'est cool, je vais pas te dire que je suis pas contente. Hein. Puis c'était pensé comme ça aussi. Enfin, au final, c'est comme ça que j'ai fait le truc, tu vois. Après, oui, effectivement, j'ai sorti plusieurs singles. J'ai ressorti un deuxième EP en 2021. Du coup, Track of Time. Avec toujours 4 titres et 11 minutes 37. Et t'as sorti des singles aussi avec des chanteurs. Enfin, un chanteur aussi. J'ai adoré ce titre. Comment il s'appelle? Tu sais? De quoi je sais? Ah, tu sais. Oui, tu sais, pardon. je vais le mettre là. Pas plus tard que tout de suite. Tu sais que t'es belle parfois quand tu pleures. Tu ris un peu parfois quand t'as tort. Tu dis aux autres qu'ils sont vraiment beaux, sans te rendre compte que t'es vraiment belle. Tu sais que t'es belle parfois quand tu danses. Tu sais que t'es belle quand tu bouges tes hanches. Tu sais que t'es belle quand tu penses tes plaies. Tu sais que t'es belle quand tu penses me plaire. Tu sais sourire, tu sais oublier, hey. Tu sais pas mentir, ça tu me laisses faire. Tu sais ouvrir, tu sais t'oublier. Tu sais agir quand je me laisse perdre. Tu sais comprendre, tu sais décider. Tu sais apprendre, tu sais pardonner. Tu sais pas prendre, tu sais que donner. Tu sais pas prendre, tu sais que donner, hey. Tu dis jamais vraiment ce que t'as sur le cœur. Tu dis jamais vraiment ce que t'as sur le cœur. Tu dis jamais vraiment ce que t'as sur le cœur. Parce que ça te fait peur. Tu dis jamais vraiment ce que t'as sur le cœur. Tu dis jamais vraiment ce que t'as sur le cœur. Tu dis jamais vraiment ce que t'as sur le cœur. Parce que ça te fait peur. J'ai ressorti un autre EP en 2022, Souvenir. Ouais, donc c'est 3 EP. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Ça suffit. Mets-en plus que 4. T'en as beaucoup plus, donc mets-en plus que 4. Oui, parce que tu dis que tu... Oui, non mais oui. T'as combien de titres en attente, là? Je sais pas. Beaucoup. Ah ouais? Ouais. Franchement... Mais pourquoi tu les sors pas plus? Alors, en fait... Faire ton manager, moi, tu vois. Non, mais tu sais qu'en plus, il faudrait, parce que ce qu'ils veulent, les plateformes de streaming, c'est il faut leur donner à manger, parce que comme ça, tu passes dans les algorithmes.
Et comme ça, t'es repéré, ils se souviennent de ton nom et t'es placé sur les playlists éditoriales. Parce que le but quand t'es artiste, quand tu fais de la lo-fi, les gens rarement te connaissent ou t'écoutent toi. Oui. Ils écoutent ton morceau parce qu'ils sont tombés dessus dans une playlist et qu'ils l'ont liké et qu'ils l'ont ajouté à leur, tu vois. Donc le Saint Graal, c'est la playlist éditoriale. Et donc pour ça, il faut envoyer donc les playlists régulièrement. éditoriales, comme tu dis, c'est les playlists que les plateformes font, dans lesquelles elles viennent t'ajouter, Ouais. et d'un coup d'un seul, ça te permet à des, ça permet à des titres d'exploser, quoi. C'est grâce à ça que, enfin, sans ça, j'ai pas 7 millions sur Apple Music, tu vois. C'est que je suis, je sais plus, 30e position. Enfin, j'ai commencé 2e position sur la plus grosse playlist Lo-fi d'Apple Music, tu vois. Donc, ça m'a rapporté beaucoup d'écoutes. Mais à la réponse pourquoi je sors pas, parce que j'ai peur. J'ai peur. Quand ça commence par j'ai peur, c'est bien, toi. C'est toujours marrant. Non, en fait, c'est que je me dis, et si un jour j'ai plus rien? Oui. Bah oui, parce que c'est sûr que tu vas rien sortir, quoi. Ouais. Du coup, je garde un peu. Puis, bah oui. T'as combien de morceaux? Alors, t'as combien de morceaux qui sont, selon toi, sortables et qui sont de qualité qui te permettraient de pouvoir sortir en attente? Vous voyez pas là, mais Pauline est présentement les yeux perdus dans le vide, en train de compter sans doute dans sa tête. On doit être autour de 300. Je compte mes SSD là. Tes SSD? Mes disques durs. Tes disques durs? Non, en vrai, j'aurais. Ouais, je pense que je peux faire 5 albums. 5 albums de combien de titres? De 10 titres. Ouais, mais après, regarde. Est-ce que ça a le même impact de sortir un album toutes les semaines que de sortir un album tous les 5 ans? Tous les ans, non, pas tous les 5 ans, mais tous les ans, tu vois. Et il y a aussi ce truc de... Mais si t'as 50 titres sortables, ça veut dire que t'en as 500 que t'as fait. Ok. Oui. Mais après, il y a aussi ce truc de réfléchir en fonction de comment les plateformes fonctionnent, tu vois. Et aujourd'hui, la musique, à cause ou grâce ou enfin, il n'y a pas de positif ou négatif, ça fonctionne plus vraiment en album en fait. C'est très du titre à titre. Grâce aux playlists et c'est pas que la lo-fi, c'est particulièrement beaucoup la lo-fi, mais c'est pas que la lo-fi. Et même des fois les maisons de disques elles sortent elles financent un titre, il sort, on voit comment ça marche, je finance un deuxième titre et puis si ça marche je finance un album, tu vois, alors qu'avant vraiment c'était tiens je te file une enveloppe, tu fais ton album et tu reviens, tu vois. Et donc là, c'est plus en sortant des singles petit à petit. On est bien d'accord qu'avec 50 singles, tu pourrais sortir 1 an de titres qui t'amènerait donc à novembre 2023. Et en fait, pendant cette année-là, j'imagine à quel point tu pourrais assez facilement ressortir 50 nouveaux titres. Ouais, mais ouais, enfin c'est... Oui. Tu pourrais sortir un titre par semaine, limite, là avec l'avance que t'as. Okay. Mais ma hantise, c'est d'arriver à... J'ai peur d'être à sec. D'être à sec. Mais ça n'arrivera jamais, non? Non, bah non. C'est marrant parce que donc je vous invite à l'écouter. Je vais mettre un lien, un épisode d'Histoire d'argent avec Christian Junot où il dit c'est marrant parce que c'est vraiment un truc qui est très humain d'avoir peur de manquer et donc de faire des stocks. Alors lui il parle d'argent, tu vois. Ah moi c'est de tout. Bah, voilà, et il dit mais t'as jamais vu un arbre se dire bon alors là ça va être la sécheresse donc en fait je vais faire des stocks d'eau, ça n'existe pas. Non mais c'est un problème que j'ai avec tout, vraiment tout. C'est-à-dire que j'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer de... Bah, tu sais, j'ai le cliché du au cas où quand tu fais ta valise, tu vois. Tu pars 3 jours, mais t'emmènes 18 t-shirts. Au cas où. Au cas où. Mes disques durs sont remplis de films. Au cas où, je sais pas, je me retrouve emprisonnée dans une grotte et que j'ai que ça à faire de ma vie que de regarder des films, tu vois. Enfin, vraiment... j'ai beaucoup trop... Et je stocke. Ok. Je stocke.
Ok. Et mais par peur du manque, tu vois, ça c'est identifié quand même. Peur du vide, peur du manque. Très bien. On n'est pas aidé. Non, mais c'est intéressant de raconter ça et de venir le raconter aussi, parce que pour moi ça fait partie de ton chemin d'artiste finalement. Comment les gens qui aiment ta musique peuvent t'aider, peuvent t'encourager en tant que, tu vois, que jeune artiste qui débute. Et je pense aux gens qui vont t'écouter dans Histoire de succès, tu vois, qui vont se dire waouh, c'est trop cool, j'aime beaucoup cette meuf et en fait j'aime ce qu'elle fait et j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de la supporter, j'ai envie de lui filer un coup de main. Je crois le dire. En fait, je crois, je suis même sûre que un truc qui est bien avec la Lo-Fi, c'est que personne s'est quitté, et un truc et le revers de la médaille, c'est que personne s'est quitté. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas que personne sache qui je suis, tu vois. J'ai pas envie, comme je te disais tout à l'heure, je veux pas être artiste je veux pas faire artiste, tu vois. C'était pas un but j'avais pas envie que les gens sachent que te connaissent. Voilà, c'était pas un but, tu vois. Mais par contre, vu que personne sait qui je suis, il y a pas ce lien et c'est pour ça que de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a les artistes ils développent des communautés en produisant du contenu pour les réseaux sociaux, tu vois. Et il y a plus d'interaction, et du coup c'est le manque d'interaction. Moi je suis juste un pseudo sur Spotify dans une playlist random, tu vois. Et donc rien que tu me demandes comment les gens peuvent aider, rien que je pense en disant, quoi, en envoyant un message d'encouragement, parce que vraiment à l'heure actuelle, ça et écouter, il n'y a pas grand chose de plus. Ok. Et comme maintenant je sais à peu près recevoir les compliments. Oui, pas mal. On progresse. Ouais. Donc ça. Ok. T'as réussi à développer une vision d'artiste aujourd'hui où tu te dis ok, dans 5 ans j'aimerais bien être là. C'est un travail que tu t'es autorisé à faire pour l'instant. Là où tu vois, tu commences, t'es à ce point où tu commences à gagner de l'argent, voire plus d'argent parfois avec ta musique qu'avec ton CDI. Et tu t'es jamais dit tiens, je vais me lancer à plein temps. Non. En me disant écoute, j'ai 50 titres, je vais bourriner les algos et je vais leur envoyer mes 50 titres d'avance toutes les semaines pendant 1 an. Et en gros, je vais en fournir, je vais pas en avoir 50, mais 100 d'avance l'année prochaine. Et je pourrais sortir 2 titres par semaine. Ouais, mais après, tu vois, je veux pas que ça... je veux pas non plus rentrer dans le jeu qui peut être un peu vicieux de produire pour... je veux pas devenir une machine. Une machine, tu vois. Je veux pas... C'est pas l'usine, mon studio, tu vois. Ouais. Je veux que ça carte quand même quelque chose d'artistique, quelque chose de, tu vois. Mais tu peux produire tous les jours en gardant un truc artistique, quoi. Ouais. Non, mais oui, carrément, mais je veux dire... Si tu regardes Jul, tu vois, par exemple, pour moi, le mec a une production folle. C'est une machine, mais je comprends pas. Mais oui, vraiment, ça me dépasse. Parce que... Et puis ça reste toujours... Alors on aime ou on n'aime pas, mais... On aime ou on n'aime pas, par contre, la qualité continue à rester au rendez-vous, j'ai l'impression. En tout cas, par rapport à son style et à ce qu'il fait. En tout cas, il doit rester égal à lui-même, puisque ça conserve le succès que ça. Et le gars, vraiment, c'est une machine, c'est un bourrin de travail. J'ai un pote à moi qui est musicien qui m'a dit, pour moi, Jul, c'est le Mozart du 21e siècle, quoi. Ah ouais, oui. En termes de production et de création, c'est... Donc, tu vois, pour moi, les deux sont pas forcément antinomiques, quoi. Non, c'est pas antinomique, c'est juste que... Mais je crois que c'est encore un truc de légitimité. Oui. Là, on y revient toujours. Hein. Ouais, je pense. Parce que je pense que si je me sentais légitime à dire que je suis une artiste,
je me sentirais légitime à me projeter. Alors que pour le moment, je suis toujours une saltimbanque qui fait joujou dans sa chambre. Bah oui. Et qui a 7 millions d'écoutes. Mais tu vois, mais c'est pour ça. Mais en fait, ouais, c'est pas ça. Mon cerveau est pas câblé sur. Ah oui. Et qui est dans mon podcast, là où sont assis non, me des dis tas pas d'artistes ça. qui se sentent très légitimes. Tu vois. Ah, me dis pas ça. Non, mais je comprends. Tu vois, au début, je croyais. Alors déjà, quand tu m'as proposé, tu le sais, je te l'ai dit, j'ai cru au début. Enfin, tu sais, C'était un prank. Ouais, j'ai dit. T'as cru que c'était un prank? Mais pourquoi? Pourquoi? Ah oui. Qu'est-ce que parce qu'en plus je les écoutais moi tes podcasts et je me disais qu'est-ce que moi j'ai d'aussi intéressant à raconter que tous les gens que j'écoute quand j'écoute ces podcasts. L'heure qu'on vient de passer ensemble a été super intéressante. Bah je sais pas. Moi je te le dis. Ah ouais? Bah oui. Sinon je te le dirais pas, hein. Compte sur moi. C'est vrai. Cut. J'ai pas le temps, tu vois, de te mentir. Mais c'est vrai que ça c'est un truc que tu m'as souvent dit. Quoi? Enfin, est-ce que arrête de croire que les gens ont le temps de pas être sérieux, quoi. Mais tu me l'as dit pour plein d'autres trucs. Et t'es ouais. Bah bravo Pauline. Je mettrai tous les liens pour aller t'écouter. Merci. Sur toutes les plateformes de la vie. Toutes les plateformes. Et puis Instagram et tout. Ouais, bah oui, mais après sur Instagram, ouais. Sur Instagram, mon Instagram est pas très. Enfin, si vous voulez savoir quand est-ce que je sors un son, par exemple, c'est sur Instagram. Mais je suis pas du genre. Enfin, pour le moment, peut-être ça pourrait être un projet. Faudrait que tu crées une newsletter. Bon après, je dis ça, j'ai rien. C'est mon petit conseil. Tu crois? Ouais. Pour garder le lien direct avec ses fans. Beaucoup mieux que Instagram qui décide si oui ou non les gens voient tes posts et tout, tu vois. Ah, puis après la newsletter, tu gardes le contact. Enfin, c'est à toi, l'email. Tu as compris. Ouais. Merci Pauline, c'était cool. Merci Fab, c'est toi qui es cool. Super. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.